Ici Moscou. Notre observateur Igor Yazon vous propose aujourd'hui le volet final d'interview accordé par téléphone de Bruxelles par Luc Michel, géopolitologue français de renom, administrateur général de l'ONG Observatoire eurasien pour la démocratie et les élections. Nous vous rappelons que dans la première partie de l'interview, Luc Michel racontait qui et pourquoi a fait venir en Ukraine en crise politique profonde des mercenaires de la société militaire privée Greystone Limited et qui payaient leurs services. On sait que les sociétés de ce type sont chargées des missions de protection et punitives sous un contrôle rigoureux de la CIA. Selon Luc Michel, la CIA avait activement contribué à la création d'un chaos politique et interethnique en Ukraine. Par ailleurs, un étage entier est réservé aux agents de la CIA dans le bâtiment de l'ex-KGB, actuellement SBU, à Kiev, et son accès est strictement interdit à ces officiers ukrainiens. Les mercenaires, ou autrement dit les chiens de la guerre, n'étaient pas très demandés ces derniers temps, mais il semble bien qu'ils ont désormais du travail en Ukraine. Il s'agit de leur participation aux opérations spéciales des autorités kieviennes destinées à écraser la population insurgée des régions de Sud-Est qui demandent la fédéralisation du pays. Voilà ce qu'en pense Luc Michel. Ils sont en tout cas, d'après les informations sûres, ils sont dans la région de Donetsk pour le moment. On parle entre 800 et 2000 donc mercenaires. Appelons-les mercenaires parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Bon, ils n'ont pas encore été déployés, tout simplement parce que Kiev a perdu le contrôle de la situation à l'est, et je pense que Kiev ne contrôle plus non plus la situation à l'ouest. Vous savez qu'à l'ouest, ce qui est en train de monter en puissance, c'est le parti milice Pravi Sector, le secteur droit. Eux sont candidats au pouvoir, ils sont organisés, ils ont été armés par Madame Merkel pour le coup d'État du 21 février. Ils ont des unités avec des blindés, ils contrôlent une partie de Kiev, et donc je pense que le fait que l'on n'a pas encore utilisé actuellement les co-contractants, il tient à deux choses. Il tient au fait que Kiev ne contrôle pas le reste de l'équation politique, notamment je pense que l'armée ukrainienne n'est pas sûre pour Kiev. Vous avez vu comment ça s'est passé au mois de mars en Crimée. Lorsque Kiev a voulu engager l'armée, 60% sont passés directement dans les forces d'autodéfense de la République de Crimée, y compris le vice-amiral qui commandait la marine ukrainienne. Et je pense qu'ils ont peur de ça. Je pense qu'ils ont peur d'une réaction de l'armée. Les forces antiterroristes, je pense qu'elles ne laisseront pas massacrer les citoyens ukrainiens. Et alors la deuxième chose, évidemment, c'est la peur de l'armée russe. Est-ce qu'elle est réelle ou supposée? Mais le calcul de Kiev, c'est que Moscou n'a qu'une idée, c'est d'entrer en Ukraine pour aider les russophones. Évidemment, ça leur fait peur. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est le chien de guerre dans le reste d'Ukraine. Est-ce que la population peut les résister, selon vous? Écoutez, à partir du moment où, visiblement, il y a un soutien massif de la population, oui, bien entendu. Vous savez, c'est le même problème que l'utilisation des forces spéciales. Ces mercenaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des forces spéciales privées qui sont engagées moyennant paiement au service d'un État ou au service de fractions politiques, puisque moi je considère que la junte de Kiev, ce n'est pas l'État ukrainien, c'est une fraction politique qui s'est emparée du pouvoir contre la Constitution. Le président légal toujours en place, c'est Yanukovych. À un mot d'ailleurs, Yanukovych a confirmé, vous savez, ce matin, et la présence de la CIA et la présence de mercenaires, donc c'est une source de plus. Il a encore des contacts très importants, notamment au sein des services secrets ukrainiens, le SBU qui n'est pas sous contrôle total de Kiev, et donc vous pouvez, avec des forces spéciales, faire une opération commando. Vous pouvez faire une opération choc. Vous pouvez peut-être reprendre Slaviansk. Slaviansk, c'est une toute petite ville de 20 000 habitants. Mais vous ne pouvez pas reprendre une région complète. Ce qu'on voit actuellement, c'est la naissance des milices d'autodéfense sur le même modèle qu'en Crimée. On voit de plus en plus sur les photos des gens équipés. Il y a un encadrement des milices d'autodéfense, donc de l'Est. Ce sont les fameux Berkouts. C'est la même chose qu'en Crimée. C'est pas l'armée russe qui a encadré les forces de Crimée au départ. Ce sont les Berkouts, qui sont quelque chose des forces spéciales. Les Berkouts, c'est entre des soldats des forces spéciales et des polices anti-émeutes. Mais ce sont des gens habitués
l'armée, au combat de rue, aux forces de l'ordre. Donc, moi, je pense que l'utilisation de mercenaires, elle conduira à un bain de sang, évidemment, de population civile, parce que ce sont des gens incontrôlables. Partout, on a utilisé des mercenaires, ça s'est mal passé. Tout simplement parce que, imaginez-vous, quel genre d'hommes s'engagent dans des unités comme ça. Ce sont des gens dont aucune armée occidentale n'a voulu. La plupart de ces mercenaires, ce sont des gens qui ont été chassés de la police, qui ont été chassés des forces armées de leur pays. Et donc, ce sont ce qu'on appelle des soldats perdus. Ça a toujours été ça, les mercenaires. Maintenant, donc, ils peuvent faire beaucoup de dégâts, mais en sachant aussi quelque chose, Igor, c'est qu'on ne se passe pas comme en Afrique, dans des régions perdues. La presse est là. Aujourd'hui, par exemple, il y a un correspondant de l'AFP qui est à Slaviansk, qui pour une fois, l'AFP ment beaucoup sur l'Ukraine, mais aujourd'hui, visiblement, ils disent la vérité. L'AFP vient d'expliquer, par exemple, que le ministre Avakov, sur sa page Facebook, raconte n'importe quoi. Par exemple, qu'il n'y a pas de combat. Parce que les gens de Kiev annoncent des combats à l'avance. C'est ça qui est curieux. Ils cherchent visiblement à dramatiser la situation. Et donc, il y a aussi, à Slaviansk, il y a une mission de l'OSCE, les fameux observateurs militaires. Elle est arrivée hier. Donc, c'est très difficile dans ces conditions de tirer sur une population désarmée. Je pense que Kiev s'est placé lui-même dans une impasse. Il s'est placé dans cette impasse pour... moi, j'ai une explication, si vous voulez, mais c'est une explication personnelle. C'est justement les fameuses émeutes à Lviv dans l'Ouest, c'est-à-dire qui sont ce qu'on appellerait chez nous des émeutes de la faim. Ce sont des émeutes sociales. Ça n'a rien à voir avec le soulèvement pro-russe de l'Est. Mais je pense qu'il faut faire diversion. Et Slaviansk sert à faire diversion sur ce qui se passe dans l'Ouest et où la jeune de Kiev doit réprimer immédiatement parce que si elle perd le contrôle de ces bastions de l'Ouest, c'est fini pour elle. Donc on est en face à des aventuriers politiques parce que c'est ça la jeune de Kiev, qui jouent leur va-tout et qui sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Il y a un grand problème avec les gens de Kiev. On présente ces gens comme des hommes politiques, comme des politiciens responsables, comme un gouvernement. C'est un groupe d'aventuriers. Qu'est-ce que c'est? Le premier ministre Yatsenyuk, par exemple, c'est un scientologue. La scientologie, c'est la secte américaine, mais en Belgique ou en France, ces dirigeants sont poursuivis pour organisation criminelle. Voilà. C'était le dirigeant de la banque, parce que la scientologie est extrêmement riche, c'était le dirigeant de la banque de la scientologie en Ukraine. C'est déjà pas un type normal. Qui est derrière? Svoboda. Bon, qui a dit blanc, il suffit de le voir, c'est un type visiblement qui a des problèmes psychologiques. Derrière Svoboda, c'est Pravi Sector. Pravi Sector, c'est la mafia. Ce sont les bandits ukrainiens, c'est la mafia ukrainienne. L'adjoint de Yarosh, qui a été tué il y a quelques jours, qu'on appelait Billy Leblanc, bon, ben, écoute, lui, c'était un gangster. Officiellement. Yarosh lui-même, vous savez, c'est un terroriste qui a combattu en Tchétchénie les forces russes. Timoshenko, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle une criminelle de haut vol. C'est la Grace Princess. Elle a pillé pendant des années l'économie ukrainienne. Son principal adjoint dans les années 1990, il est en prison à vie aux États-Unis. Mais Timoshenko, elle n'a pas été poursuivie parce que les Américains la tiennent avec ça. Elle est inculpée, elle est impliquée dans des assassinats de journalistes en Ukraine. Qu'est-ce qui reste autour de tout ça? Bon, le type Doudar Klitschko, bon, c'est un boxeur. Il suffit de le voir parler pour comprendre que c'est une marionnette de Mme Merkel qui n'a pas toute sa tête. Ce sont des aventuriers politiques. Klitschko a créé une société qu'on appelle le groupe Management Klitschko en Allemagne. Et officiellement, le rôle de ce groupe, c'est de vendre au capitalisme allemand l'économie ukrainienne. Donc, c'est une jeune d'aventuriers. En français, on dit les pieds nickelés. C'est une fameuse bande dessinée des années 30 en France. Les pieds nickelés, ce sont des bandits qui essayent tout pour faire des escroqueries, des mauvais coups. Ce sont les pieds nickelés de Kiev. Quand on est face à des gens pareils, il ne faut pas s'attendre à un gouvernement raisonnable et il ne faut pas s'attendre à des actions raisonnables. C'est aussi la raison, Igor, pour laquelle c'est clair et net, Kiev n'arrive pas à obtenir de prêts ou de crédits réels parce qu'on a peur de leur prêter. Regardez les négociations avec le FMI, regardez les promesses de l'Union européenne, les promesses des États-Unis. Tout ça ne s'est pas encore traduit par le paiement, comme disent les Américains, d'un bucket, d'une pièce d'un quart de dollar. Parce qu'il n'a pas de garantie. Voilà, c'est un gouvernement qui n'inspire même pas la confiance aux gens qui l'utilisent. Le texte intégral de l'interview de Luc Michel, géopolitologue français, est également disponible sur le site de notre radio www.french.ruvr.ru.